Alors, l'architecte des bâtiments de France, dedans ou dehors? Oui, mais de quoi? Eh bien, du centre ancien. Il forme la cohérence autour du monument historique. Il est identitaire, vecteur d'attractivité. Un livre ouvert sur l'évolution des modes de vie des populations antérieures. Mais à l'extérieur, donc en dehors de cette ville historique, il se passe aussi des choses. Ce sont les extensions urbaines. Et nous, en tant qu'ABF, nous n'avons pas beaucoup de regard sur cette ville. Parce que nous sommes dehors. En dehors du périmètre de protection. Et les dossiers qui voient le jour dehors ne sont pas soumis à mon avis d'ABF. Ils sont gérés par la collectivité. Je vous propose de regarder ce qu'est effectivement mon périmètre de protection. Tout monument historique génère un abord de 500 mètres dans lequel tous les projets de travaux sont soumis à mon avis. On peut redéfinir ce périmètre en le dessinant à la parcelle autour des éléments qui forment la valeur historique visible des abords. On se base sur des hypothèses et ça s'appelle un périmètre délimité des abords, un PDA. Quand le sujet en question possède beaucoup de monuments et que les abords sont particulièrement intéressants au regard de l'histoire, de l'architecture, de l'archéologie, l'art ou le paysage, on peut y définir un site patrimonial remarquable, un SPR. Mais voyons tout de suite ce que produisent ces effets, ces protections sur le territoire. Ici, je vous présente le bourg du Bernard sur le fond de plan de 1990. Il existe un zonage archéologique avec un seuil à 100 mètres carrés et des périmètres de 500 mètres autour des monuments qui sont essentiellement des mégalithes. Mais celui en plein centre-bourg, c'est l'église. En 1990 est instaurée une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, la ZPPAU, qui n'est autre que l'ancêtre du SPR, qui a désactivé les périmètres de 500 mètres. L'avis conforme de l'ABF n'est requis plus que dans les poches bleues que vous voyez à l'écran. En 2017, la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine réactive la protection au titre des abords, soit les périmètres de 500 mètres. Et je vous présente l'état des protections en 2017, depuis 2017 sur le fond de plan de 2019. Et là, on a découvert quelque chose qui nous a fait un petit peu mal, parce qu'on a reçu des dossiers à instruire qu'autrefois on ne voyait pas du tout, et on a découvert concrètement ce qui s'est passé dans l'étalement urbain. On savait bien que ça existait, oui, et en général, la qualité urbaine et paysagère de ces extensions n'était pas au rendez-vous, ou en tout cas pas dans la continuité du tissu ancien. Le problème, c'est que ces extensions ont vidé le centre ancien. Parce que, je ne sais pas si vous voyez là, le centre ancien, lui, il est protégé et il n'a pas beaucoup évolué. C'est a priori, effectivement, dans ces poches blanches que vous êtes intervenu toutes ces années. Alors, qu'a-t-on fui pendant ces 30 dernières années dans le centre ancien? Certains diront que c'est parce que nous, ABF, nous imposons trop de contraintes, que nos avis sont subjectifs, basés sur des notions discutables, qu'on porte un jugement relevant de l'arbitraire et du punitif, qu'on agit sous couvert d'une réglementation dogmatique illisible et inadaptable aux enjeux du territoire. Oui, peut-être certains sont partis pour cette raison, mais c'est pas tout à fait la réalité. En fait, les gens sont partis parce que les centres sont devenus inabordables, parce que les logements y étaient bien situés, à proximité des écoles, des commerces et autres activités. C'est au passage ce que nous appelons la mixité fonctionnelle et programmatique qui n'est possible qu'à partir d'une certaine densité. Et le bâti ancien, lui, de son côté, s'est révélé inadapté aux nouveaux modes de vie. Le jardin, le garage, les grandes ouvertures, et aussi coûteux à la restauration. Mais aujourd'hui, on observe comme un revirement de situation. Face à l'urgence climatique et les enjeux environnementaux, les crises sanitaires, les pratiques sur le territoire se modifient. On le voit au travers des actions de densification des zones de lotissement, les champs qui se resserrent, qui s'organisent en permaculture, qui au passage assistent aussi à la préservation de la biodiversité en replantant les yabokagères. On
On en arrive même à débitumer pour reverdir la ville. Ça reste des actions à la marge. Mais il donne une tendance générale et les gens reviennent dans les centres anciens. Nous, on le voit au travers des différents appels à manifestation d'intérêt tels que RCB, ACV, TENMOD. Et la ville de demain, c'est la ville résiliente. Les gens reviennent en centre ancien avec la volonté de consommer mieux, durablement. Ça prend différentes formes, pas toutes soutenables, mais c'est pas tout à fait notre sujet. Moi là, ici, je deviens une porte d'entrée, un lien entre vos disciplines, vos données et le projet de demain. Parce que j'ai un avis conforme dedans. Alors on est obligé de passer par moi. Et mon rôle, c'est de dire comment bien faire en soutenant les rénovations, densification ou soustraction de qualité. Mais regardons un exemple. La commune d'Avrier, qui au passage est juste voisine de la commune du Bernard, me demande si elle pourrait réaliser un tel projet. Il s'agit d'un lotissement sur un terrain aujourd'hui agricole, on est juste derrière la mairie, donc en plein cœur de bourg. Il y a un programme mixte puisqu'on voit la présence d'un tiers-lieu, et compte tenu du retour des populations en centre ancien, du moins c'est ce qu'on souhaite, de l'enclavement de la parcelle concernée par des lotissements déjà existants, donc des réseaux existants, a priori on est d'accord, à condition que le projet soit réalisé avec une belle qualité urbaine et paysagère, ce qui a priori est le cas ici. D'abord, je consulte l'état des protections actives sur la parcelle. Alors on a un zonage archéologique avec un seuil à 100 mètres carrés, on est dans le périmètre d'un menhir et dans le site patrimonial remarquable. Mon SPR ici, il dit que la parcelle, elle est en zonage archéologique et qui est interdit toute construction. Il date de 90 et il précise, je lis pour dans le cas où une enquête ou des fouilles approfondies amèneraient à démontrer qu'une zone n'a plus d'intérêt archéologique, on peut envisager de supprimer le périmètre archéologique la concernant. Bon, mais qu'en sais-je? Personne n'a été fouillé ici à ma connaissance. Alors regardons ce que précise le plan local d'urbanisme. Pour votre information, N, zone naturelle, U pour urbaine, A pour agricole, AU, comme c'est indiqué sur le secteur qui nous intéresse, c'est à urbaniser. Et à chaque poche AU est associée une orientation d'aménagement programmée. Et voici celle qui est associée au secteur qui nous intéresse. Donc voici l'OAP qui a vu le jour en 2008. Donc pour réaliser ce projet, et on le sait depuis 2008, on va devoir organiser des fouilles sur le dit secteur, comprendre l'intérêt du site, mais c'est seulement après que l'on verra ce qu'on fait, de la mise en valeur des vestiges ou de la destruction. Ce qui m'étonne ici, c'est le planning, parce que depuis 1990, on sait que sur cette parcelle, il se passe des choses. En 2008, on acte au travers du PLU qu'on veut y construire quelque chose, on fait tous les actes préparatoires, études urbaines, paysagères, faisabilité, on mandate même un maître d'œuvre. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent quand même. Mais l'essence même de ce qui fait l'intérêt de cette parcelle, à savoir la donnée archéologique, l'a-t-on oublié ? En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il convient pour nous d'être présents lors de l'élaboration du projet urbain. Et ce projet urbain, c'est le plan local d'urbanisme, le PLU. Parce que le PLU, c'est le moment pour la collectivité de la redécouverte de son territoire. Ses problèmes, désertification, mobilité, pollution, mais aussi ses beautés, ses composantes, son caractère, son identité. Bref, c'est le moment de redécouvrir pour la ville ses enjeux. En principe, le PLU doit traiter autant et de façon équilibrée des patrimoines, du logement, de l'énergie, des risques naturels ou encore des activités économiques. Donc en théorie, il suffit pour expliquer aux gens l'identité de la ville, ses caractéristiques et comment intervenir dedans pour la faire évoluer sans la dégrader. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons communiquer sur nos pratiques. Comment on peut faire pour que le projet se concrétise dans de bonnes conditions? Sans quoi,
On va toujours se retrouver au cul de la charrette à pester parce qu'on n'aura pas assez communiqué sur les délais de l'INRAP ou le coût de l'archéologie préventive. Alors pour finir, je voudrais vous dire que je crois que l'évolution des modes de vie nous conduit à penser le projet urbain à la parcelle, et non plus au grand projet d'aménagement comme ça a pu être le cas ces 40 dernières années. On vient d'essuyer une très longue période de construction intensive basée sur la politique de la propriété foncière individualiste. Il fallait des logements, plus de logements, des routes, des zones commerciales, encore des routes, de la communication, des terrains pour les énergies renouvelables, des ZAC et autres nouvelles villes. Mais aujourd'hui, on tend à faire la ville sur la ville. Et je pense qu'il va falloir réinventer nos pratiques parce qu'elles découlent de l'aménagement des vivants.